Mes parents m'ont abandonné dans le désert brûlant alors que j'étais enceinte de 6 mois. Fais une bonne promenade et détends-toi, Harry ma sœur tandis que la voiture s'éloignait à toute vitesse, me laissant derrière. Ça fera un bon exercice. Sa voix s'est estompée dans le vent. Mais des heures plus tard, quand ils ont allumé la télévision, ils sont restés sans voix. Mon nom est Émilie. J'ai 21 ans et je vous raconte mon histoire parce que je le dois. Parce que si je ne le fais pas, le silence me mangera vivante. Le soleil ne brillait pas seulement. Il pressait contre mon dos comme une main chaude et lourde, me poussant vers le néant. Cela ressemblait à une punition. Fais une bonne promenade. Aère-toi la tête, dit maman. Sa voix était cassante comme des feuilles sèches. Elle ne m'a pas regardé en disant cela. Elle regardait son propre reflet dans le miroir de la visière, vérifiant son rouge à lèvres. Tu as besoin d'air frais, a ajouté papa. C'est lui qui conduisait. Ses yeux sont restés rivés sur le pare-brise. Même si nous étions à l'arrêt. Il détestait me regarder. Il détestait ça depuis des mois. Leur grand SUV noir tournait au ralenti sur la route de terre vide. La climatisation était à fond, et je pouvais sentir l'air froid encore accroché à mes vêtements. Ce serait la dernière gentillesse que je ressentirais de leur part. Ma sœur Anna s'est penchée par la vitre arrière. Elle avait 23 ans, la parfaite, celle qu'ils aimaient. Elle avait un sourire aux lèvres, un vrai sourire éclatant. Ne t'éloigne pas trop, Émilie, a-t-elle crié comme si c'était une blague, comme si nous étions en pique-nique familial. Puis la porte a claqué. Mon père avait tendu le bras par-dessus la console pour tirer la poignée, me poussant sur le gravier. J'ai trébuché, le poids du bébé me rendant maladroite. Je ne m'étais même pas complètement relevé avant d'entendre les serrures se verrouiller. Clic. C'était un son si petit, mais c'était le son le plus fort que j'ai jamais entendu. La voiture a tourné. Elle n'a pas démarré en trombe. Elle a fait un virage lent et prudent, un demi-tour sur le large chemin de terre. Elle ne voulait pas faire patiner ses pneus. C'était calme, délibéré. Et puis la poussière les a engloutis tout entiers. Je suis resté là longtemps. Je pense que c'était 1 minute. Ça aurait pu être 10. Le silence qu'ils ont laissé derrière eux était assourdissant. Le bruit du moteur avait disparu. Il n'y avait pas d'oiseaux, pas de vent, juste le bourdonnement de la chaleur dans mes oreilles. Au début, j'ai pensé qu'il revenait. Ok, la blague est finie. J'ai essayé de crier. Ma voix est sortie cassée. Ce n'est pas drôle. J'ai commencé à marcher dans la direction où ils étaient partis, mais le nuage de poussière se dissipait déjà. Il n'y avait rien là. Juste une longue route vide, s'étendant vers une autoroute que je ne pouvais même pas voir. Maman, papa, je l'ai crié. J'ai crié jusqu'à ce que ma gorge ait l'impression de se déchirer. J'ai crié jusqu'à ce que le son ne me ressemble plus. Puis j'ai arrêté parce qu'une sensation froide et horrible se répandait dans mon estomac. Une sensation plus lourde que le bébé. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas une erreur. Il ne m'avait pas oublié. Il m'avait laissé. Il m'avait laissé. Enceinte de 6 mois au milieu de nulle part avec une demi-bouteille d'eau et pas de téléphone. J'ai regardé mon corps, le petit gonflement rond de mon ventre. Sous mon t-shirt. J'ai posé ma main dessus et j'ai senti un petit battement. Faible. Mon bébé. Notre bébé. Il ne m'avait pas seulement laissé. Il nous avait laissé. Avant de vous dire comment tout a basculé, aimez. Abonnez-vous. Laissez un commentaire. D'où regardez-vous? Pour comprendre pourquoi ils sont partis, il faut comprendre la famille qu'ils prétendaient être. De l'extérieur, nous avions l'air parfait. Nous étions la famille Carter.
Nous vivions dans une grande maison blanche avec une pelouse verte. Nous allions à l'église le dimanche. Mon père, Richard, était un associé respecté. Dans son cabinet. Ma mère, Hélène, siégeait au conseil d'administration de 3 associations caritatives différentes. Nous prenions des photos de famille. Pour les cartes de Noël, tous vêtus de pulls assortis. Nous sourions. Mais à l'intérieur de cette maison, l'amour n'était pas un sentiment. C'était une monnaie. Et j'étais toujours à sec. Toute ma vie fut une longue comparaison avec ma sœur Anna. Anna était là. Préférée. Ce n'était pas un secret. C'était un fait. Comme la couleur du ciel. Anna était jolie, soignée et avait toujours raison. Elle avait d'excellentes notes. Elle était capitaine de l'équipe de débat. Elle allait faire des études de droit, tout comme papa. Maman disait qu'elle avait de l'avenir. Papa disait qu'elle avait de la discipline. Moi, j'étais la créative. C'est ainsi qu'il m'appelait quand il voulait être gentil. J'étais la sensible. C'est ainsi qu'il m'appelait quand j'étais un problème. Je ne voulais pas faire d'études de commerce. J'aimais peindre. J'aimais écrire. J'aimais les choses calmes. Anna aimait gagner. Je me souviens de mon 16e anniversaire. Maman et papa m'ont donné un bon d'épargne pour l'université. C'est pratique, Émilie. Papa a dit, ton art est un joli passe-temps, mais c'est ton avenir. 2 mois plus tard, pour les 18 ans d'Anna, ils ont garé une toute nouvelle décapotable. Blanche dans l'allée. Pour notre étoile, avait rayonnant papa. Quand j'ai eu l'air déçu, ne serait-ce qu'une seconde, ma mère m'a prise à part dans la cuisine. Ne gâche surtout pas ça pour ta sœur. A-t-elle sifflé? Anna. Gagne les choses. Toi, tu ressens juste les choses. Ce n'est pas pareil. J'ai appris à me taire. J'ai appris à me faire petite. Je passais la plupart de mon temps dans ma chambre à peindre des tableaux d'endroits où je voulais aller, des endroits qui étaient loin d'eux. Puis, en 2e année d'université, j'ai rencontré Ryan. Il ne ressemblait pas au garçon que mes parents voulaient pour Anna. Il n'avait pas de fonds fiduciaire. Il travaillait au café du campus. Mais il était gentil. Il a été la première personne qui m'a regardé et n'a pas semblé vouloir que je sois quelqu'un d'autre. Il me voyait. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, nous étions terrifiés. Ryan a promis qu'il resterait. Il a dit qu'il m'aimait. Il a dit que nous allions nous en sortir. Une semaine plus tard, son téléphone était déconnecté. Sa chambre de dortoir était vide. Il était simplement parti. J'ai découvert plus tard que mon père l'avait payé. Il a convaincu Ryan que c'était la meilleure chose pour tout le monde. Il lui a donné $20 000 pour disparaître de ma vie. J'étais seul et je devais leur dire. Je les ai assis dans le salon, le même salon où nous ouvrions les cadeaux de Noël. Je tremblais. Je suis enceinte. Le visage de mon père n'a pas changé. Il n'a pas crié. Il m'a juste regardé comme si j'étais un mauvais investissement. Tu nous as fait honte, a-t-il dit. Sa voix était calme. C'était toujours pire. Ma mère a commencé à pleurer. Mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'était des larmes de colère. Comment as-tu pu? A-t-elle chuchoté, fixant la cheminée. Après tout ce que nous t'avons donné. Tu as ruiné le nom de cette famille. Tu as ruiné ma réputation. Anna, qui était assise sur le canapé, a juste soupiré. J'ai toujours su que tu ferais une bêtise, Émilie. Tu es juste faible. Cette nuit-là, ma mère est entrée dans ma chambre. Je pleurais. J'ai cru un instant qu'elle était venue me réconforter.
Elle s'est assise au bord de mon lit, mais elle ne m'a pas touché. Tu as fait ton lit, Émilie, a-t-elle chuchoté, la voix froide. Maintenant, tu dois t'y coucher. Je pensais qu'il parlait de déception. Je pensais qu'il parlait de honte. Je pensais que je devrais faire ça seul. Je n'ai pas réalisé qu'il parlait de mort. Je n'ai pas réalisé qu'ils avaient déjà décidé. J'étais là. Tâche qu'ils devaient enlever, le problème qu'ils devaient résoudre, et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans la voiture. Ils m'ont dit que nous allions dans une clinique spéciale pour les femmes dans ma situation. Ils ont dit que c'était à quelques heures de route, en dehors de l'État, là où personne ne saurait. J'étais si stupide. J'étais si brisé que j'ai en fait ressenti une petite lueur de soulagement. J'ai pensé, peut-être, que c'est eux qui aident. Peut-être que c'est leur étrange façon froide de réparer ça. Je les ai crus. Je les ai crus jusqu'au moment où le gravier a frappé le côté de la voiture. Je les ai crus jusqu'au son de ce clic. Debout. Sous le soleil brûlant, j'ai enfin compris. Je n'étais pas la sensible. J'étais le jetable. Les semaines qui ont précédé ce trajet furent un enfer particulier. La maison, qui n'avait jamais été chaleureuse, est devenue une toundra glaciale. Tout a commencé par des chuchotements. Les membres de ma famille n'étaient pas des crieurs. C'étaient des planificateurs. C'étaient des chuchoteurs. Leur colère n'était jamais chaude. Elle était froide et tranchante. Après que je leur ai dit, ils ont agi comme si je n'étais pas là. J'entrais dans la cuisine et ma mère et Anna arrêtaient de parler. Elles me fixaient, ainsi que mon ventre, qui grossissait, avec un regard de pur dégoût. Puis elles se retournaient vers leur café et commençaient à parler du déjeuner de charité comme si j'étais un meuble. Mon père était pire. Il a cessé de me parler entièrement. Il travaillait tard. Il rentrait à la maison et j'entendais ses pas monter directement à son bureau. La porte se verrouillait. Le vrai changement s'est produit environ 2 semaines avant qu'il ne me laisse. Le silence s'est brisé et les chuchotements ont commencé. J'entendais le téléphone sonner tard dans la nuit. La voix grave et calme de mon père. Il se taisait dès que je m'approchais du bureau. C'est juste des affaires, Émilie, disait ma mère, bloquant l'embrasure de la porte. Va te coucher. Tu as besoin de te reposer. Elle le disait comme si elle se souciait de moi. C'était la partie la plus cruelle. J'ai commencé à me sentir comme un fantôme dans ma propre maison. J'étais un problème qu'il gérait. Puis une nuit, je n'ai pas pu dormir. Le bébé appuyait sur ma vessie et j'avais soif. La maison était sombre. J'ai marché dans le couloir, passant devant le bureau de mon père. La porte était entr'ouverte, juste un tout petit peu. J'ai entendu la voix de ma mère. Richard, je ne sais juste pas. Et si? Et si ça tourne mal? Ça ne tournera pas mal, Éléanore. La voix de mon père était ferme. La voix qu'il utilisait quand une affaire était sur le point de se conclure. Tout est réglé. L'endroit est reculé. Personne n'y va. Pas cette période de l'année. Une pause. J'ai retenu mon souffle. Le désert est une bonne couverture, a-t-il continué. C'est vaste. C'est propre. Mon cœur s'est arrêté. Le désert? Nous vivions dans une banlieue verdoyante. Le désert était à des heures de route. Puis j'ai entendu Anna et sa voix était excitée. C'est presque poétique, en fait, a dit Anna. Je pouvais entendre le sourire dans ses mots. Elle a toujours voulu être une artiste. Si dramatique. Maintenant, elle aura sa sortie dramatique. Anna, ça suffit,
a claqué ma mère, mais il n'y avait aucune force derrière ces mots. Quoi? Anna a dit. C'est le plan parfait. Nous dirons qu'elle s'est égarée. Hormone de grossesse. Tu sais à quel point elle est émotive. Nous dirons à la police que nous avons essayé de la retrouver. Pauvre chose. Elle a juste perdu le contrôle. La voix de mon père a tranché, froide et définitive. Nous organiserons des recherches. Nous ferons notre deuil et ensuite ce sera fini. La famille sera de nouveau propre. Personne ne posera de questions. Ma mère a chuchoté. Oui. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Elle se convainquait. Elle-même. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas respiré. Je suis resté là dans le couloir sombre, la main sur mon ventre. J'ai senti les planches du parquet sous mes pieds. J'ai senti l'air froid venant dessous la porte. J'ai mémorisé chaque mot, chaque pause, chaque plan. Ils n'étaient pas seulement en colère. Ils n'avaient pas seulement honte. C'étaient des assassins. Et j'étais leur cible. J'ai reculé si lentement, mes pieds ne faisant aucun bruit. Je suis retourné dans mon lit. J'ai remonté les couvertures jusqu'à mon menton. J'étais gelé. Un nouveau sentiment avait remplacé la peur. C'était une fureur terrible, froide et claire. J'ai su à ce moment-là que je ne pouvais pas fuir. Pas encore. Où irais-je? Je n'avais pas d'argent. Mon père avait fermé mon compte bancaire. Je n'avais pas de voiture. Ma mère m'avait pris mes clés. Pour ma propre sécurité. J'étais leur prisonnière, alors je devais jouer leur jeu. Pendant la semaine suivante, j'ai été la fille qu'ils voulaient. J'étais émotive. Je pleurais. Je restais dans ma chambre. J'agissais comme si j'étais perdue et confuse. Je me suis rendue faible. Je me suis faite la victime. Parfaite. Quand mon père est venu dans ma chambre, son visage masqué d'une fausse inquiétude et a dit, « Émilie, nous partons en voiture demain. » Tous. Ensemble pour parler, pour éclaircir les choses. Je l'ai regardé, les yeux écarquillés. « D'accord, papa, ai-je chuchoté. Il a souri. Un sourire tendu. Et fin. C'est ma fille, a-t-il dit. J'ai su en refermant la porte que j'allais mourir. Ou il le pensait. C'est la seule chose qu'il ne savait pas. Je n'étais pas la sensible. Je n'étais pas la faible. J'étais celle qui allait survivre. Il pensait que le désert me tuerait. Il pensait que le soleil et le silence seraient la fin de mon histoire. Ça ne m'a pas tué. Ça m'a baptisé. La première heure après que le SUV ait disparu fut celle de la panique. J'ai couru. J'ai trébuché sur la route de terre en hurlant leur nom. Je suis tombé, m'éraflant les genoux sur le gravier. La douleur était vive, mais ce n'était rien comparé à la douleur dans ma poitrine. Puis la panique s'est transformée en soif. La chaleur était une chose vivante. C'était un monstre qui m'enveloppait, aspirant l'humidité de ma peau, de ma bouche, de mes yeux. Ma bouteille d'eau était vide en 30 minutes. La bouteille en plastique était chaude dans ma main. Je savais que je ne pouvais pas rester sur la route. La route était la mort. La route était l'endroit où il m'avait laissé. J'ai vu une ligne de collines au loin. Elle semblait violette et floue. Peut-être qu'il y avait de l'ombre. Peut-être qu'il y avait une autre route. J'ai commencé à marcher. Mes chaussures étaient de fines baskets en toile. Elles n'étaient pas faites pour ça. Chaque pas était une agonie. Le sol était dur comme de la pierre, mais il était couvert de rochers coupants et d'épines. La chaleur qui montait du sol était aussi forte que le soleil qui descendait.
J'ai marché pendant des heures. Le soleil s'est déplacé du milieu du ciel vers l'ouest, suspendu bas et en colère, brillant directement dans mes yeux. J'ai pensé à mon bébé. Je suis désolé, ai-je chuchoté, ma main sur mon ventre. Je suis tellement désolé de nous avoir mis dans cette situation. Mon corps défaillait. Mes jambes tremblaient. Mon dos me faisait mal à cause du poids du bébé. J'étais si fatigué. J'ai trouvé un petit buisson maigre qui n'offrait presque pas d'ombre, et je me suis effondré dessous. C'est ça, ai-je pensé. C'est là qu'il gagne. C'est là que je meurs. J'ai fermé les yeux. Je pouvais voir leur visage, les yeux froids d'eux. Mon père, les lèvres serrées de ma mère, le sourire moqueur d'Anna. Il devait être rentré à la maison maintenant, assis dans la climatisation. Peut-être que ma mère préparait le dîner. La pensée me rendit malade et puis je les sentis. Un coup de pied. Ce n'était pas un battement. C'était un vrai coup de pied dur contre mes côtes. C'était un coup de pied qui disait « Je suis là ». J'ai ouvert les yeux. Le bébé a de nouveau donné un coup de pied. Une fois. 2 fois, comme s'il savait que nous nous battions pour vivre. Une nouvelle force m'a envahi. Ce n'était pas ma force. C'était la sienne. C'était la nôtre. Non, ai-je dit. Ma voix était un râle. Je ne les laisserai pas gagner. Je me suis levé. Ça faisait mal. Tout faisait mal. Mais je me suis levé. Je n'étais pas Émilie, la fille sensible. Je n'étais pas Émilie, l'erreur. J'étais une mère. Et je ne laisserai pas mon enfant mourir dans ce désert. J'ai marché. Je ne sais pas combien de temps. Le soleil touchait le sommet des collines. Le ciel virait à un terrible et magnifique orange. Il faisait plus frais, mais je savais que le froid serait un autre genre de danger. Puis je l'ai vu. Un faible scintillement au loin. Ce n'était pas flou. C'était brillant. Une lumière. J'ai prié que ce ne soit pas un mirage. S'il te plaît, ai-je supplié à personne. S'il te plaît, sois réel. Il m'a fallu une autre heure pour y arriver. J'ai rampé les 100 derniers mètres. Mes jambes étaient parties. Ce n'était pas un mirage. C'était une petite et vieille station-service. Juste 2 pompes et un petit bâtiment en forme de boîte. Le panneau manquait des lettres. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Je me suis traîné jusqu'à la poignée de la porte et je suis tombé à l'intérieur. La clochette de la porte a tinté, un petit son joyeux. Un homme était assis derrière le comptoir. Il était vieux. Avec une barbe blanche et une casquette de baseball. Il lisait un journal. Il a levé les yeux. Ses yeux se sont écarquillés. J'ai essayé de parler. Ed, je pense, ai-je dit. Il bougeait avant même que je ne touche le sol. Mon Dieu. Enfant, a-t-il dit. Il s'est agenouillé à côté de moi. Il ne m'a pas touché. Il a juste parlé, sa voix calme. Je m'appelle Karl. J'appelle à l'aide tous deux. Suite. Vous êtes en sécurité. Il était au téléphone. J'ai une jeune femme. Ici, semble enceinte. Déshydratation sévère. Oui, tout de suite. Il est revenu. Avec une bouteille d'eau et un chiffon humide. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'a pas demandé qui avait fait ça. Il a juste posé le chiffon frais sur mon front. Vous allez vous en sortir, a-t-il dit. L'ambulance est en route. Vous n'avez qu'à tenir bon. J'ai pleuré. C'étaient les premières larmes que je versais de la journée. Ce n'étaient pas des larmes de peur. C'étaient des larmes de soulagement. Dans l'ambulance, ils m'ont mis une intraveineuse dans le
Bras. Le liquide frais m'a semblé être la vie. Vous avez de la chance. Le paramédical a dit qu'il était jeune avec des yeux gentils. 1 heure de plus. Là-bas. Vous étiez à quelques minutes d'une défaillance organique. Vouez-le. Bébé. J'ai regardé l'écran de l'échographie à l'hôpital plus tard cette nuit-là. La petite forme granuleuse de mon fils. Son cœur battait fort. Régulièrement. Il a survécu. Moi aussi. Et ce fut leur première erreur. Je ne suis pas resté à l'hôpital. Je ne pouvais pas. Le matin après qu'il m'ait sauvé, un policier est venu dans ma chambre. Il était doux. Madame? Nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé. Qui vous a laissé là-bas? Je l'ai regardé. J'ai vu les relations de mon père. J'ai vu les amis de ma mère des œuvres de charité. J'ai vu un système qui les croyait, pas moi. Si je disais la vérité, il me trouverait. Il me traiterait de folle. Il dirait que je suis inapte. Il prendrait mon bébé. Alors, j'ai menti. C'était mon petit ami, ai chuchoté, faisant venir les larmes. Il m'a frappé. Il a dit qu'il allait se débarrasser du problème. Il m'a poussé hors de la voiture. Je ne sais pas où il est. S'il vous plaît, ne lui dites pas que vous m'avez trouvé. Il me poursuivra. Le visage de l'officier s'est durci. Il m'a cru. La pitié est un outil puissant. Une assistante sociale m'a aidé. Elle a vu une femme enceinte abandonnée fuyant un monstre. Elle avait raison. Elle avait juste le mauvais monstre. Elle m'a acheté un billet de bus. Elle m'a donné $300 en espèce d'un fonds d'urgence. Va vers l'est, a-t-elle dit. Va quelque part. Où il ne regardera pas, j'ai pris le bus. J'ai roulé pendant 2 jours, dormant la tête contre la fenêtre. Je suis descendu dans une petite ville à 2 états de distance, un endroit sans mémoire. J'ai loué un petit appartement d'une pièce. Au-dessus d'une boulangerie. J'ai payé en espèces. J'ai trouvé un emploi, aussi. En espèces, serveuse dans un restaurant ouvert 24h24. Les pourboires étaient terribles, mais le propriétaire ne demandait pas de pièce d'identité. J'ai utilisé un faux nom, Sarah. Simple, facile à oublier. J'étais Sarah pendant 3 semaines quand je l'ai vue. J'étais dans mon appartement. Mes pieds posés sur une boîte en carton. La petite télévision floue dans le coin était allumée sur les informations nationales. Et puis j'ai vu ma maison, la Maison Blanche, la pelouse verte, une communauté en deuil, a dit la journaliste, la voix lourde de sympathie. La recherche de Emily Carter, 21 ans, a été officiellement annulée. Elle est maintenant présumée morte. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Ils ont organisé des funérailles. C'était à la télévision. Les nouvelles locales l'ont couvert en direct. Les relations caritatives de ma mère. Les partenaires commerciaux de mon père, tout le monde était là. Les caméras ont zoomé sur ma famille. Ils étaient au premier rang, vêtus de noir. Ma mère tenait un mouchoir en dentelle à son visage. Notre douce Émilie, a-t-elle étouffé à un journaliste. Elle était juste si troublée. Nous avons essayé. Nous avons tellement essayé. Mon père se tenait à côté d'elle, sa main sur son dos. Il avait l'air stoïque, en deuil. C'était une fille merveilleuse, a-t-il dit. La voix lourde. Parti trop tôt. Là la pression. C'était juste trop pour elle. Puis la caméra a trouvé Anna. Elle pleurait. Des larmes parfaites? Magnifique. Elle n'a juste pas pu le supporter, a-t-elle chuchoté. Elle s'est égarée. Nous avons cherché partout. Je me suis
Assise sur mon matelas bosselé à 2 états de distance, bien vivante. Je mangeais un morceau de pain grillé sec. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je les ai regardés. J'ai regardé leur visage parfait et menteur. Je les ai regardés enterrer un cercueil vide. Ils étaient bons. Je devais leur accorder cela. Ils étaient convaincants. Le monde entier les a crus. La voix du journaliste est revenue. Une fin tragique pour une jeune femme qui n'a pas pu faire face aux pressions de la maternité monoparentale. Ils avaient leur histoire. Ils avaient leur fin propre. J'ai éteint la télévision. La pièce était silencieuse. J'avais un nouveau nom, Sarah. J'avais un nouveau numéro, un téléphone portable prépayé, et j'avais une nouvelle raison de vivre, brûlante. Ce n'était plus seulement de la survie. C'était de la justice. J'étais Sarah pendant 9 mois. Les 3 premiers mois furent les plus difficiles. J'étais toujours enceinte. J'étais lourde. Mes pieds gonflaient. Tellement qu'à la fin de mes quarts de travail au restaurant, je pouvais à peine enlever mes chaussures. Je travaillais de 22h à 6h. C'était le seul qu'il avait. Le restaurant était une petite boîte lumineuse sur une autoroute. Sombre, un aimant pour les camionneurs et les insomniaques. Mon appartement était 2 pièces au-dessus d'une boulangerie. Il faisait toujours chaud, et ça sentait toujours la levure et le sucre. J'avais un matelas bosselé sur le sol. Une plaque chauffante et une petite télévision vacillante. C'était un endroit misérable, et c'était l'endroit le plus sûr où j'ai jamais été. Ma patronne, Maria, était une femme qui avait tout vu. Elle était petite, ronde, et avait un tatouage d'une rose sur la main. Elle n'a jamais posé de questions sur les ecchymoses sur mes bras, celles que j'avais eues dans le désert. Elle n'a jamais demandé d'où je venais. Une nuit, j'étais assise dans une cabine à polir des couverts. J'étais enceinte de 8 mois, et j'étais si fatiguée que je pleurais. Silencieusement. Maria s'est assise en face de moi. Elle a poussé une assiette de nourriture vers moi. Mange, Mia, a-t-elle dit. Pour le bébé. Tu fais le travail de 2. Je ne peux pas, ai-je chuchoté. Je suis si fatiguée. Je sais, a-t-elle dit, sa voix rude mais gentille. Ce monde n'est pas bon pour les filles comme toi. Pour les bébés, tu dois être un loup. Tu as l'air d'un agneau, mais sois un loup à l'intérieur. Je n'ai jamais oublié cela. Sois un loup. Après la diffusion de mes funérailles, le chagrin que je pensais ressentir n'est jamais venu. Il a été remplacé par une clarté froide et dure. Le chagrin est pour les gens qui ont perdu quelque chose. Je n'avais rien perdu. J'avais été jeté. Et la vengeance n'est pas une question de rage. J'ai appris cela dans le désert. La rage vous consume. C'est chaud et rapide. Je ne voulais pas de chaleur. Je voulais de la glace. De la patience. C'est ce dont j'avais besoin. Mon fils est né un mardi pluvieux à l'hôpital du comté. Je l'ai tenu. Cette petite personne parfaite. Il m'a regardé avec de grands yeux sombres. Il ne savait pas que le monde était cruel. Il ne connaissait que moi. Je l'ai nommé Léo parce que c'était un battant. C'était mon lion. Ils ont essayé de nous tuer, Léo, ai-je chuchoté à son petit visage endormi. Ils ont essayé de te tuer. Je ne les laisserai jamais plus faire de mal à personne. Quand j'ai ramené Léo à la maison dans le petit appartement, le plan a commencé. J'ai économisé chaque dollar du restaurant. Je vivais de rien. J'ai acheté un ordinateur portable d'occasion dans un prêteur sur gage. J'ai acheté une douzaine de cartes de données prépayées. Je n'ai jamais utilisé le même Wi-Fi.
Je suis allé à la bibliothèque publique. Je me suis assise dans des cafés. J'étais un fantôme. J'ai commencé par mon père. Son entreprise était Richard Carter Investment. Cela sonnait toujours si propre, si ennuyeux. En surface, c'était le cas. Il achetait et vendait de l'immobilier commercial. Mais je me souvenais des noms. Les noms qu'il chuchotait au téléphone. Les noms qu'il maudissait au dîner. Je me suis assise au fond de la bibliothèque. Léo dormait. Dans son porte-bébé à mes pieds. J'ai cherché dans les registres publics, les titres fonciers, les dépôts de SARL. Mon père était intelligent. Il utilisait des sociétés écrans, mais il était aussi arrogant. Il utilisait le même avocat pour toutes les déposer et il utilisait les mêmes noms pour elles. HLC Property, Anna, ELC Investment, ma mère, Elelané, RCL Holdings, Richard. Il achetait des zones humides protégées. Il les achetait pour des clopinettes. Par l'intermédiaire de ces sociétés écrans. Puis il faisait en sorte que l'un d'eux, ses partenaires au conseil d'urbanisme reclasse le terrain. Puis il le revendait à des promoteurs pour des millions. Il n'était pas seulement un homme d'affaires. C'était un criminel. Il empoisonnait l'approvisionnement en eau pour le profit. J'ai trouvé les documents. Je les ai tous sauvegardés. J'en ai fait des copies. Je les ai sauvegardés sur 3 disques différents. Ensuite, ma mère. La Carter Foundation for Family. C'était sa fierté. Elle organisait des galas. Elle était dans les pages mondaines. Son association caritative était une blague. Je l'ai toujours su. C'était un moyen pour elle de se sentir importante. Mais en creusant, j'ai réalisé que c'était plus sombre que cela. Je me suis connecté à son email. Je connaissais toujours le mot de passe. C'était Anna. L'O1. Ça n'avait jamais été à propos de moi. J'ai regardé les comptes de la fondation, les subventions, une subvention de 10 000 $ à une école privée locale. Le même mois, un enseignant a été licencié pour des allégations contre l'un des amis d'Anna. Un don de 50 000 $ à une petite clinique. La même qui avait perdu les papiers du permis de conduire sous influence pour le fils d'un partenaire commercial. L'association caritative de ma mère n'était pas une association caritative. C'était un fonds occulte. C'était de l'argent du silence. C'était le balai et le seau que ma famille utilisait pour nettoyer leurs dégâts. J'ai téléchargé chaque virement bancaire, chaque email, cher Eleanor, merci pour votre discrétion. Enfin, Anna. C'était le plus facile. Anna était bâclée. Elle était arrogante. Elle se croyait intouchable. Elle avait un emploi dans l'entreprise de mon père. Un poste de vice-présidente du marketing qu'il avait créé pour elle. Elle avait une carte de crédit d'entreprise. J'ai piraté son email en moins de 10 minutes. Son mot de passe était « Future Madame Thompson 1 », le nom de son fiancé. Elle falsifiait des chèques, de petits au début. Elle se remboursait des dépenses qui n'avaient jamais eu lieu. Déjeuner, fourniture de bureau. Elle volait notre père. Mais le meilleur, elle utilisait aussi la carte de l'entreprise pour tout son mariage, la robe, le traiteur, le dépôt de 20 000 $ pour la salle. Elle le justifiait comme un séminaire d'entreprise pour elle et ses amis. J'avais tout. Je me suis assise dans mon petit appartement chaud, Léo roucoulant dans son lit de panier à linge. J'avais un fichier sur mon ordinateur portable. Il était intitulé « La famille ». À l'intérieur se trouvaient 3 dossiers. Papa. Maman, Anna. Ils étaient remplis de poison. Et j'étais la seule avec l'antidote. J'ai regardé mon fils.
Ils pensaient que j'étais faible, ai-je chuchoté. Ils pensaient que j'étais sensible. Ils ont oublié que j'étais des leurs. Ils ont oublié que je sais être froide. Ils ont oublié que je sais être patiente. Pendant 9 mois, alors que mon ventre grossissait, j'ai tout rassemblé. Puis pendant 6 mois de plus, alors que mon fils grandissait, j'ai aiguisé le couteau. Je n'étais plus Sarah la serveuse. J'étais Émilie et j'étais une louve. Je n'ai pas allumé le feu. J'ai juste allumé la première allumette. Léo avait 6 mois. Il commençait à rire. Ce son pur et heureux, c'est ce qui m'a finalement fait bouger. Il était temps. J'ai commencé petit. Je devais créer de la fumée avant de montrer les flammes. J'ai utilisé un téléphone jetable. J'ai envoyé un SMS à un journaliste économique local, un homme connu pour être avide et vouloir se faire un nom. Demandez à Richard Carter à propos des propriétés HLC, ai-je écrit. Demandez-lui ce qu'il construit sur les zones humides protégées. J'ai envoyé un autre fichier depuis un ordinateur de bibliothèque à une blogueuse de potins mondains. Je lui ai envoyé le virement bancaire de la fondation de ma mère à l'école privée. Pourquoi la fondation Carter achète-t-elle le silence d'une école privée locale pendant une semaine? Rien. J'ai failli perdre courage. J'étais au restaurant, essuyant le comptoir. La petite télévision dans le coin diffusait les informations locales. Et dans les nouvelles économiques, la présentatrice a dit « Des questions sont soulevées concernant un accord de développement dans les anciennes zones marécageuses. » Richard Carter de Carter Investment a été accusé par un groupe de surveillance locale de. J'ai laissé tomber le chiffon. Mes mains tremblaient. Le groupe de surveillance était un faux. J'avais créé le site web moi-même 2 mois auparavant. Le journaliste avait juste eu besoin d'une source à citer. Ce fut le premier domino. Un jour plus tard, le blog de Potin s'est enflammé. Quelle reine de la charité de la haute société utilise sa fondation comme tirelire personnel pour couvrir les petits secrets sales de sa famille? Ça se passait. Ils étaient distraits. Ils se préoccupaient de leurs affaires et de leur vie sociale. Ils ne cherchaient pas un fantôme. Maintenant, c'était l'heure du plat de résistance. J'avais fait des recherches sur des journalistes pendant des mois. Je ne voulais pas d'une blogueuse. Je voulais une tueuse. Je l'ai trouvée. Elle s'appelait Jessica Riley. C'était une journaliste nationale. Et elle avait fait tomber 2 sénateurs et un PDG. Elle était brutale et elle était juste. Je suis allé à une nouvelle bibliothèque dans une ville différente. J'ai créé un nouveau compte de messagerie chiffrée. J'ai passé 4 heures à écrire l'email. Mon objet était « La famille Carter, fraude, chantage et tentative de meurtre ». Mon email était simple. Mademoiselle Riley, je m'appelle Emily Carter. Vous rapporterez que je suis morte. Je ne le suis pas. Ma famille, Richard, Eleanor et Anna Carter, a tenté de me tuer. Ils m'ont abandonné dans le désert d'Anza Borrego alors que j'étais enceinte de 6 mois. J'ai survécu. Ce sont des menteurs. Ce sont des fraudeurs et ce sont des criminels. Je joins 3 fichiers. Fichier 1, preuve de la fraude foncière de Richard Carter et de ses sociétés écrans. Fichier 2, preuve de l'utilisation par Eleanor Carter de la Fondation Carter pour le chantage et l'argent dû. Silence. Fichier 3, preuve de la malversation d'Anna Carter. Vous constaterez que c'est une famille qui s'est dévorée elle-même. Creusez plus profondément. EC. J'ai joint les dossiers. J'ai cliqué sur envoyer et je suis sorti de la bibliothèque. Mon cœur battait à tout rompre. Je n'ai pas eu à attendre longtemps.
2 jours plus tard, l'article de Jessica Riley n'est pas seulement tombé. Il a explosé. C'était l'histoire en première page de son site d'information nationale, la Fondation Carter. Famille respectée accusée de fraude, d'escroquerie et de dissimulation. Mon nom n'y figurait pas. Pas encore. Elle le gardait en réserve. Elle construisait son dossier tout comme moi. Elle a commencé par l'argent. À la fin du mois, notre allée, leur allée, était bordée de camions de presse, pas les camions des informations locales. Sympathiques de mes funérailles. C'étaient des camions nationaux. C'étaient des requins. J'ai tout regardé sur la petite télévision de mon appartement. J'ai vu Anna. Ses fiançailles ont été annulées. Les blocs de potins l'ont déchirée. Futur marié largue la voleuse arnaqueuse. J'ai vu un extrait d'elle courant vers sa voiture, le visage bouffi. Elle n'était plus jolie. J'ai vu ma mère. Elle a été retirée du conseil d'administration de ses autres œuvres de charité. La Fondation Carter pour les familles faisait l'objet d'une enquête fédérale. J'ai regardé une vidéo d'elle essayant d'aller à l'épicerie. Des journalistes criaient des questions. Éléanore, avez-vous utilisé de l'argent de la charité pour payer l'école de votre fille? Combien de personnes avez-vous fait taire? Elle a laissé tomber ses sacs. Un carton de lait a explosé sur le trottoir. Elle est restée là, couverte. J'ai vu mon père. Les actions de son entreprise ont chuté. Ses partenaires, les hommes avec qui il avait tapé dans le dos pendant 20 ans, l'abandonnaient. Il a été suspendu, en attendant une enquête interne. Il faisait face à des accusations fédérales pour la fraude foncière. J'étais assise là dans ma petite pièce chaude. Je berçais Léo pour qu'il s'endorme. Il portait un petit pyjama bleu que j'avais acheté dans un magasin d'occasion. Il était chaud et en sécurité, et il sentait le talc pour bébé. Il nous avait enterrés. Ils m'avaient enterré dans le désert, et ils s'étaient enterrés eux-mêmes dans leurs propres mensonges. J'ai chuchoté à mon fils. Endormi. Ils nous ont enterrés, bébé. Mais ils ont oublié que je sais creuser. Le monde savait que ma famille était criminelle, mais ils pensaient toujours que j'étais une tragédie. J'étais toujours la pauvre Émilie, troublée, qui s'était égarée et avait succombé aux éléments. Ma famille utilisait toujours ma mort comme bouclier. Dans leurs déclarations publiques, ils m'utilisaient. Nous sommes en deuil. L'avocat de mon père a dit, cette famille a traversé une tragédie inimaginable avec la perte de leur fille, Émilie. Ces allégations financières sont une distraction de leur douleur. Leur douleur. Ils utilisaient ma mort. La mort qu'ils avaient simulée. La mort qu'ils avaient causée. L'enquête pour fraude ne suffisait pas. J'étais en sécurité. Léo était en sécurité. Mais ce n'était pas la justice. La justice, c'était qu'ils regardent le monde dans les yeux et admettent ce qu'ils avaient fait. Et je savais qu'ils ne le feraient jamais. Pas à moins d'y être obligés. Il était temps pour la deuxième vague. Celle-ci n'était pas pour les médias. Celle-ci était pour eux. Je suis allé à la pharmacie. J'ai imprimé une seule photo. C'était l'échographie. Celle que l'hôpital m'a donnée la nuit où Karl m'a trouvé. Celle qui prouvait que Léo et moi avions survécu au désert. Je suis allé à un bureau de poste dans une ville à 30 miles de là. J'ai acheté une petite boîte marron. J'ai mis l'échographie à l'intérieur. Rien d'autre. J'ai écrit une note. Je l'ai mise dans la boîte sur la photo. Je l'ai écrite avec un marqueur rouge. Grande lettre capitale. Vous auriez dû vous assurer que je ne sortirais pas de ce désert. J'ai scellé la boîte. Je l'ai adressée à la famille Carter.
Je l'ai envoyé avec confirmation de signature. J'avais besoin de savoir le moment où elle arriverait. 3 jours plus tard, j'ai reçu la notification, livrée. Signé par H. Carter. Anna. J'ai fermé les yeux. Je l'ai imaginé. Je l'ai imaginé l'ouvrant. Je l'ai imaginé voyant la photo. Je l'ai imaginé lisant la note. Je l'ai imaginé faisant l'appel à notre mère. Le cri strident. La panique. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. Il savait. Maintenant il savait. Il savait que j'étais là. Il savait que je regardais. Il savait que c'était moi qui les avais ruinés. La terreur que j'avais ressentie dans le désert, la solitude, la peur. Je leur avais tout renvoyé par la poste. Mais je n'avais pas fini. Ils paniquaient. Ils étaient piégés. Il était temps de détruire le piège. Il était temps pour le vrai coup. Celui que j'avais gardé. Mon père était un homme de technologie. Il était aussi un idiot. Il était arrogant. Il aimait son SUV noir. Il avait un système de caméra de tableau de bord haut de gamme installé. Il enregistrait tout à l'intérieur et à l'extérieur. Et il téléchargeait automatiquement toutes les séquences sur un serveur cloud. Un serveur cloud que j'avais configuré pour lui. Il y a 3 ans. Un serveur cloud dont il n'avait jamais changé le mot de passe. Le mot de passe était Richard 1. Pendant des mois, j'avais gardé les images. Je les avais toutes téléchargées. J'avais regardé toute la journée. Je m'étais forcé à les regarder. J'ai regardé le trajet. J'ai entendu leur voix. Es-tu sûr que c'est l'endroit, Richard? La voix nerveuse de ma mère. C'est bon, Eleanor. C'est isolé. Personne ne la trouvera avant qu'il ne soit trop tard. C'est presque excitant. La voix d'Anna depuis l'arrière. Puis je les ai vus s'arrêter. J'ai vu mon père tendre le bras et pousser la porte. Je me suis vu trébucher en sortant. Et puis le pire, la partie que j'avais gardée. La caméra de tableau de bord avait une caméra arrière. Elle a enregistré la voiture qui s'éloignait. Et dans la vitre arrière, on pouvait voir mon reflet. On pouvait me voir, enceinte de 6 mois, courir. On pouvait me voir crier. On pouvait me voir tomber à genoux. On pouvait voir ma bouche ouverte formant le mot « maman ». Et on pouvait entendre ma sœur à l'intérieur de la voiture monter le son de la radio. Eh bien, a-t-elle dit, sa voix claire comme une cloche. C'est fini. J'ai pris le fichier. Il durait 45 secondes. 45 secondes de pure méchanceté non filtrée. Je ne l'ai pas envoyé à la police. Je ne l'ai pas envoyé à Jessica Riley. Je l'ai téléchargé sur un site de partage de vidéos. Je l'ai intitulé « L'abandon d'Emily Carter ». Séquence de caméra de tableau de bord. Puis j'ai envoyé le lien. Je l'ai envoyé à tout le monde. Je l'ai envoyé à Jessica Riley. Je l'ai envoyé au service de police local. Je l'ai envoyé aux partenaires commerciaux de mon père. Je l'ai envoyé à toute la liste de diffusion caritative de ma mère. Je l'ai envoyé à l'ex-fiancé d'Anna. Ça n'est pas devenu viral en quelques heures. C'est devenu viral en quelques minutes. Le monde n'a pas seulement vu leur fraude. Le monde a tout vu. Ils ont vu leur voiture s'éloigner à toute vitesse. Ils ont vu mon reflet dans la vitre arrière. Enceinte, pleurant, criant pour qu'ils s'arrêtent. Les présentateurs des informations qui avaient rendu compte du scandale financier ont dû s'arrêter. En direct. Ils étaient sans voix. Ils ont diffusé l'extrait. Puis ils l'ont diffusé. À nouveau.
La colère du public est passée du crime en col blanc à la tentative de meurtre. Mon père et ma mère ont été arrêtés cette nuit-là, non pas pour fraude, mais pour enlèvement, complot et tentative de meurtre. Anna a été arrêtée avec eux. J'ai regardé aux informations alors qu'ils étaient menottés hors de la maison. Ma mère sanglotait. Le visage de mon père était blanc. Anna avait l'air vide. Leur empire ne s'est pas seulement effondré. Ce n'était pas seulement des cendres. C'était un cratère. Ce n'était rien. J'ai éteint la télévision. J'ai pris Léo de son berceau. Il m'a souri. C'est fini, lui. Ai-je dit. Nous sommes en sécurité. 1 an plus tard, je suis revenu. Le procès devait commencer dans une semaine. Ils avaient été libérés sous caution. Leurs avocats puissants avaient réussi à leur obtenir l'assignation à résidence. Tous leurs biens étaient gelés. La banque avait pris la maison, mais ils étaient autorisés à y rester jusqu'au procès. Une dernière petite humiliation. Je conduisais notre nouvelle voiture. C'était une berline de 5 ans. Elle était bleue. Elle avait la climatisation en état de marche et un nouveau siège auto sur. Léo était à l'arrière. Il avait un an. Il babillait, tenant un petit lion en peluche. J'ai parcouru les mêmes autoroutes. J'ai traversé les mêmes banlieues verdoyantes. J'ai parcouru la même rue. La maison avait l'air horrible. La pelouse verte parfaite était morte. Elle était brune et jaune. La peinture blanche de la maison s'écaillait. Les fenêtres étaient sales. Un panneau, à vendre par la banque, était enfoncé dans l'herbe morte. Je me suis garé dans l'allée, juste là où se trouvait autrefois le SUV noir de mon père. Je suis sorti de la voiture. Je n'étais plus la même fille qui avait été poussée hors d'une voiture. J'avais 22 ans. Mes cheveux étaient courts. Je les avais coupés moi-même. Je portais un jean et un simple t-shirt. Mes yeux étaient calmes. J'ai détaché Léo. Je l'ai tenu en équilibre sur ma hanche. Il était lourd. Il était réel. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. J'ai sonné. J'ai entendu des pas. La porte s'est entr'ouverte. C'était Anna. Je l'ai fixée. Elle m'a fixé. Elle était mince. Ses cheveux étaient filandreux. Ses yeux étaient ternes. Elle portait un sweatshirt gris taché. Elle ressemblait à un fantôme. Elle ne m'a pas reconnu. Pas au début. Puis-je vous aider, a-t-elle chuchoté. Sa voix était rauque. Bonjour, Anna, ai-je dit. Le sang a quitté son visage. Ses yeux se sont écarquillés. Sa main a volé à sa bouche. Non, a-t-elle chuchoté. Non, tu es, qui est-ce? La voix de ma mère, vive, agacée. Ma mère est apparue derrière Anna. Elle avait l'air vieille. Ses cheveux, qui avaient toujours été parfaitement blonds, étaient gris à la racine. Son visage était un réseau de rides. Elle m'a vu. Elle a agrippé le chambranle de la porte. Émilie. Puis mon père était là. Il portait un peignoir en plein après-midi. Il était mince. Son pouvoir était parti. Il ressemblait juste à un vieil homme frêle. Il a juste béat. Anna tremblait. Elle ne pouvait pas arrêter de me fixer. Tu es vivante, a-t-elle chuchoté. Oui, ai-je dit. Ma voix était calme. Elle était stable. Elle ne tremblait pas. Je le suis, et lui aussi. Je me suis légèrement tourné. J'ai révélé Léo sur ma hanche. Il a gazouillé. Il a pointé un doigt potelé vers Anna. Les genoux de ma mère ont fléchi.
Elle a glissé le long du chambranle de la porte et s'est assise lourdement sur le sol. Le bébé, a-t-elle soufflé. Oh, mon Dieu. Le bébé. Mon père a finalement retrouvé sa voix. Ce n'était pas la voix forte et confiante de Richard Carter. C'était un chuchotement faible et terrifié. Émilie, qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Nous n'avons pas d'argent. Je l'ai regardé. J'ai regardé cet homme qui avait essayé de me tuer. Vous vouliez que j'apprenne la responsabilité, ai-je dit, ma voix coupant le silence. Vous m'avez dit que j'avais fait mon lit. Vous m'avez dit que je devais m'y coucher. J'ai regardé les trois. Ma mère effondrée sur le sol, mon père tremblant dans sa robe de chambre. Ma sœur, qui semblait brisée. Alors je l'ai fait, ai-je dit. J'ai appris la responsabilité. Et j'ai aussi appris la patience. Et puis ils l'ont entendu au loin. Faible mais se rapprochant. Une sirène. Je les avais appelés. J'avais appelé la police locale depuis l'autoroute. Je m'appelle Emily Carter, avais-je dit. Je suis la femme que ma famille a laissée pour morte. Je vais chez eux tout de suite. Je suis leur témoin principal et j'ai peur pour ma sécurité. Les sirènes étaient fortes. Maintenant. Des lumières rouges et bleues clignotaient sur la peinture écaillée de la maison. Ma mère a commencé à sangloter. Un cri aigu et faible. Nous ne voulions pas. Nous ne pensions pas. Richard, nous ne pensions pas. La voix de mon père s'est brisée. Nous ne savions pas quoi faire. D'autres? C'était une erreur. Anna a juste chuchoté. Elle se balançait d'avant en arrière, me fixant. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. A-t-elle chuchoté. Je voulais juste être la seule. Je ne voulais pas ça. Mais vous l'avez fait, ai-je dit. Vous l'avez tous fait. Les voitures de police se sont garées dans l'allée. Les officiers sont sortis. Ils m'ont vu debout sur le porche, tenant mon fils. Ils ont vu les trois personnes brisées recroquevillées dans l'embrasure de la porte. Je n'ai pas eu à dire un mot. Je suis juste resté là, le fantôme à leur porte. Le miracle. Je me suis retourné. Je suis retourné à ma voiture. J'ai mis mon fils dans son siège auto. Je l'ai attaché. Je suis parti et je n'ai pas regardé en arrière. Les médias m'ont appelé le miracle du désert. Ils ont écrit des articles sur ma survie. Ils ont parlé de ma volonté de vivre. Mais les miracles n'arrivent pas par hasard. Ils arrivent par la volonté. Ma famille a été reconnue coupable. Tous. Leurs visages, pendant que le juge lisait les sentences, étaient vides. Ils étaient déjà partis. Parfois la nuit, j'entends encore le vent du désert. Je vis dans une petite maison avec un petit jardin. Léo a sa propre chambre. Le vent murmure à travers la fenêtre ouverte. Il ne sonne plus cruel. Il ne sonne plus la mort. Il sonne la liberté. Il voulait que je disparaisse. Au lieu de cela, je suis devenu inoubliable. Et chaque fois que je serre mon fils contre moi, chaque fois que j'embrasse sa tête, je murmure, ils nous ont laissé mourir.